partager, reprendre un petit peu des choses qui ont été parlées depuis ce matin. On a parlé un petit peu des... Alors on a parlé tout à l'heure de la MDPH. Et justement, lorsque on disait ce matin avec Nicolas Henquez, dans ce monde maintenant nouveau du logement intermédiaire, on a d'autres interlocuteurs. En l'occurrence, on est amené à travailler maintenant avec un nouvel interlocuteur qui est le SIAO et qui n'était pas dans le champ ni de la psychiatrie et du médico-social jusqu'à présent. Installez-vous. Et puis, il a été aussi fait référence ce matin au dispositif Un chez soi d'abord, qui est arrivé de New York en Europe il y a quelques années. Et on a demandé donc à nos collègues de Un chez soi d'abord de Rouen de venir partager un petit peu avec nous leur expérience, puisqu'ils sont à une étape importante de 3 années, je crois, d'existence d'Un chez soi d'abord. Voilà. Et il manque que Christophe, Bertani, qui doit animer avec moi la table ronde pour la fin de journée. Peut-être un petit tour pour se présenter, et puis on va vous donner la parole à chacun. Est-ce que... non, je crois qu'ils ont... On va prendre les micros là pour l'instant, et puis après on va faire circuler, une fois qu'ils ont une petite vignette, un petit texte de présentation chacun. Et après on aura un échange avec vous. Bonjour à tous, moi c'est Shannon et je suis monitrice éducatrice sur le dispositif Un chez soi d'abord. Bonjour, Amélie, moi je suis cadre coordinatrice sur le dispositif Un chez soi d'abord sur Rouen. Bonjour à tous, moi Jessica Brunet, je suis coordinatrice sur la mission hébergement logement au sein du SIAO, donc le service intégré d'accueil et d'orientation pour le département du Calvados, un service qui est porté par l'AHIB, l'association des Amis de Jean Bosco. Bonjour à tous, Christophe Bertani, je suis directeur de la résidence accueil L'Appart, gérée par l'APSV. L'APSV, c'est une émanation de l'AHIB et d'AXEA, 2 grosses associations du Calvados. Et donc, je dirige et anime avec mes collègues une résidence accueil de 14 places à If. On peut peut-être commencer par Un chez soi d'abord. Je vous donne la parole. Alors, on va commencer par vous parler du chez-soi. Donc, le chez-soi, c'est un groupement social et médico-social qui a été porté sur Rouen par plusieurs associations et par le CHR du Rouvray. Il y a l'association La Clé, l'association La Boussole et la Passerelle et Émergence. Le chez-soi, c'est un dispositif national, c'est pour des personnes souffrant de troubles psychiques sévères, avec aussi un parcours de rue associé. Donc ça vient du Housing First dont on a parlé ce matin. L'objectif, c'est l'aller vers aussi. C'est l'accès et le maintien dans un logement, avec un accès rapide au logement. Dans notre charte, on parle de 8 semaines à partir de la première rencontre avec la personne. Donc il y a des temps, on parle du chez-moi idéal. On fait d'abord une première rencontre, ensuite on rencontre une deuxième fois la personne, et on fait à ce moment-là le chez-moi idéal. C'est à ce moment-là que la personne nous donne ses lieux de logement. Le lieu géographique, la superficie du logement, s'ils veulent un extérieur, enfin tout ce qu'ils peuvent rêver dans un logement. Aujourd'hui, au chez-soi de Rouen, on a atteint un jalon important, c'est la fin de notre montée en charge. On a aujourd'hui 100 locataires qui sont accompagnés par le chez-soi. 100 locataires pour, dans quelques temps, on l'espère, 110 logements, c'est le but. Cette étape va nous permettre de prendre du recul sur l'installation du dispositif, ses réussites, mais aussi les défis qu'on a pu rencontrer. Le premier défi majeur, ça a été et ça reste la captation des logements. Effectivement, sur Rouen, comme dans beaucoup d'autres villes en France, le marché locatif est tendu, particulièrement sur notre métropole. Les propriétaires sont parfois méfiants par rapport au public ciblé et les délais sont importants entre le repérage du logement, la première négociation, la première visite et finalement la signature pour ce logement. On a dû
développer des vraies stratégies de partenariat afin de valoriser le chez-soi auprès des bailleurs, de leur montrer aussi qu'on était présent régulièrement et qu'on assurait un suivi de proximité, et montrer aussi que l'accompagnement c'est une ressource et pas un contrôle. Petit à petit, une dynamique de confiance s'est créée. Aujourd'hui, certains bailleurs nous sollicitent directement lorsqu'un logement se libère, mais cela demande du temps, un travail relationnel très fin et presque quotidien. L'arrivée dans le logement est un moment clé, mais ce n'est pas une fin en soi. Pour beaucoup de nos locataires, habiter n'est pas un geste naturel. Le logement n'est pas seulement un toit, c'est un espace à investir, à apprivoiser, parfois à réapprendre. Nous avons observé plusieurs enjeux. Le rapport au dedans ou dehors, on en a déjà parlé tout à l'heure. Certains passent très peu de temps chez eux, d'autres s'isolent complètement. Le rapport au temps, il faut rythmer la journée, entretenir le lieu, gérer les démarches administratives. Le rapport au voisinage, le bruit, l'usage des parties communes, la gestion des conflits. La solitude ou au contraire la porosité relationnelle avec le fait d'accueillir tout le monde chez soi ou personne. Notre rôle, ce n'est pas de normer, mais d'accompagner la construction d'un chez-soi singulier et sécurisé, en partant toujours des besoins identifiés avec la personne. Pour rappel, la notion de temporalité avec notre public est différente. Nous observons qu'il faut en moyenne 2 ans pour une stabilisation dans les logements. Certains locataires ont dû s'essayer dans plusieurs logements avant de se stabiliser. On a quelques exemples de locataires qui ont dû avoir 3 ou 4 logements avant de se sentir bien dans leur chez eux. Donc pour ce faire, l'équipe chez soi travaille en multi-référence éducative. Donc contrairement à d'autres endroits, on n'a pas de référence éducative. Les professionnels sont référents de 100 locataires et doivent connaître les 100 parcours accompagnés. On est une équipe pluridisciplinaire, donc il y a des éducateurs, des assistants sociaux, des CESF, 2 psychiatres, 2 médiateurs santé-père, des infirmiers. Nous avons également la partie gestion locative avec 3 collègues comme vous le disiez, ma collègue qui gère du coup la captation des troubles du voisinage, avec qui on travaille main dans la main. Et bien évidemment une coordinatrice et une direction et un directeur. Donc ce fonctionnement, ça demande une culture de co-construction, un ajustement constant des pratiques. Moi, ça fait plus de 2 ans que je suis chez soi et j'ai connu la montée en charge. Et je me suis rendu compte qu'on avait dû réorganiser à plusieurs moments le service parce que ce qui fonctionne à 50 personnes accueillies, ça ne sert plus à 100. Donc on doit tout le temps réfléchir à nos pratiques et surtout à l'organisation du service. Ça demande aussi un partage des représentations du soin et l'accompagnement du social. Nous avons donc dû apprendre à travailler ensemble, à faire tomber certaines frontières professionnelles, à accepter la complexité plutôt qu'à la réduire, et bien sûr faire un pas de côté dans nos pratiques. Ce fonctionnement aujourd'hui c'est une réelle force parce que ça permet un regard croisé sur les situations, il évite les réponses trop univoques et il sécurise les locataires et l'équipe. Il permet aussi de réduire la fatigabilité des équipes et ça permet de pouvoir rester objectif sur les situations. Donc au bout de 3 ans, on a quand même réussi à observer des réussites. Depuis le début du dispositif, on a constaté de vraies transformations chez les locataires. On a pu observer une diminution des hospitalisations non programmées et notamment des hospitalisations sous contrainte. On a pu observer une diminution des réincarcérations. Je pense notamment à une dame, quand elle est rentrée dans nos dispositifs, un de ses rêves c'était de ne pas retomber en prison sur la première année. Eh bien, elle a tenu 3 ans avant de retourner en prison, donc une véritable victoire pour elle. Une meilleure stabilité du quotidien, le développement de projets personnels, une reprise de soins, notamment dans le somatique. Ce sont un public qui est écarté du somatique. Une reprise de lien social, des démarches administratives avec moins de rupture de droit et des demandes de formation. Ils ont également le sentiment d'avoir enfin un espace à soi. Donc on a bien sûr des défis qui persistent au bout de 3 ans. Tout n'est pas simple. Donc, le maintien dans le logement nécessite parfois une mobilisation très soutenue. Le partenariat avec certains bailleurs reste fragile. Les troubles psychiatriques lourds associés à des problématiques addictives viennent parfois complexifier les équilibres. Et l'enjeu de la
des ressources humaines reste au cœur de la question. Nous avançons avec lucidité mais aussi avec conviction. Le logement d'abord, ça fonctionne, à condition d'avoir les moyens et la souplesse nécessaire. Pour conclure, nous voudrions souligner que l'accès au logement n'est pas seulement un droit, c'est un levier de rétablissement. Créer un toit durable, c'est accompagner sans imposer, soutenir sans remplacer, proposer sans conditionner. Ce dispositif nous amène chaque jour à revoir nos certitudes, à accepter que le chemin du rétablissement est non linéaire, individuel, parfois déroutant, mais profondément humain. Tout le monde connaît chez soi d'abord. Non. Ouais. C'est pour ça que ça nous semblait important quand même que vous puissiez témoigner, puisqu'il en existe un peu partout maintenant, mais que ça reste quand même un dispositif très cadré et qui diffère en plus d'une ville à l'autre, au niveau du portage, au niveau du contenu. Je pense même au niveau du cahier des charges des équipes. Toutes les équipes d'un chez soi d'abord ne sont pas équipées de la même manière. J'ai entendu que vous aviez 2 psychiatres. En fait, ça va dépendre du nombre de places sur le dispositif. Effectivement, nous, on a la chance d'avoir 2 psychiatres, mais à temps très partiel. On a chacun une journée par semaine. Mais ça a le mérite d'exister. Ils ont fait. Il y avait des micros tout à l'heure qui circulaient. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos collègues de chez soi d'abord? Donc votre expérience, là, elle est partie pour être reconduite. Alors, le dispositif a 100 places et on restera à 100 places. Là, maintenant, ça va être la question du turnover. Parce qu'on a fini de monter en charge, donc ça veut dire que la dernière commission a eu lieu ce mois-ci d'ailleurs, il y a la semaine dernière. Donc, à l'époque, on accueillait 3 personnes par mois. Là, évidemment, ça ne sera plus le cas. Il faudra que des personnes partent du logement pour pouvoir réaccueillir. Mais on a déjà eu des personnes qui sont parties vers d'autres aventures. Donc on sait qu'il y aura un turnover qui sera bien évidemment moins intense, si je peux dire ça comme ça, moins important. Mais on ne va pas réouvrir plus de places. C'est un financement pour 100 places. J'avais une question, c'est que je me permets. C'est des beaux glissants ou c'est du logement pérenne? Effectivement, l'idée c'est de partir sur des baux glissants. Après, malheureusement, les bailleurs privés ne jouent pas le jeu. C'était juste. Merci pour cette présentation. On voit bien, en tout cas, je trouve la dynamique de transformation d'un logement vers un chez-soi. C'est ça qui était, je trouve, intéressant. Ma question était aussi sur le logement en tant qu'un peu directeur d'établissement. Est-ce que vous avez recours à des bailleurs privés, publics, les deux? Et est-ce que les freins sont les mêmes ou est-ce qu'il y a des différences pour capter des logements pour ce public précis? Aujourd'hui, on ne travaille qu'avec des bailleurs privés. On tend à aller vers des partenariats avec certains bailleurs publics, mais c'est compliqué parce que ce sont des petits logements qu'on capte et il y en a peu sur la métropole, donc malheureusement. Mais on essaie de travailler avec eux, notamment pour des locataires pour lesquels on est en plein dans le rétablissement, ils savent bien vivre dans leur logement, il n'y a aucune difficulté, et c'est de travailler avec les bailleurs pour proposer à un moment donné un logement directement par le bailleur en s'engageant, nous, à les accompagner 6 mois, 1 an, après ça reste à déterminer, mais c'est l'idée en tout cas. En termes de participation financière? Oui, en termes de participation, ils payent un loyer. Donc en fonction des logements qu'on a captés, alors on essaie de faire en sorte que ce soit des loyers très faibles, mais encore une fois, ça dépend de ce qu'on va trouver. Donc il y a des logements qui vont être plus ciblés sur le public qui va percevoir le RSA, puisque c'est des tout petits loyers, et puis d'autres où c'est un peu plus, où on va plus les proposer à ceux qui ont de la hache ou qui ont des pensions d'invalidité. J'avais compris que vous accueilliez des gens qui étaient en grande précarité. Il faut qu'il y ait eu un parcours de rue d'au moins 6 mois. Vous avez parlé tout à l'heure d'un chez-moi idéal, c'est-à-dire que
vous prenez un temps de réflexion, d'élaboration avec la personne pour construire ce schéma idéal. Et est-ce que ça va jusqu'à après la recherche de l'appartement ensemble ou c'est vous qui faites la démarche? Dans le cahier des charges, on doit leur proposer 2 logements. Donc, en fonction du schéma idéal, ils vont nous dire s'ils veulent un extérieur, s'ils veulent une chambre ou pas, s'ils sont OK pour du rez-de-chaussée ou s'il faut que ce soit sécurisé, s'ils sont OK pour, je sais pas, tout est possible en fait, en fonction de leur demande. C'est vraiment un moment où on leur dit, voilà, vous allez avoir un logement. Dans l'idéal, qu'est-ce que votre rêve, c'est quoi? Après, on n'arrive pas toujours à obtenir ce qu'ils veulent. C'est en fonction de ce qu'on va capter, de ce qu'on a déjà aussi dans notre parc. Et on leur fait au moins 2 propositions. Je me permets quand même de rajouter que pour certains qui ont des envies de logement, où ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils sont chez nous, avec qui ça se passe bien, on est en train justement de co-construire ce projet avec eux et de les inclure dans le projet de recherche de logement. Je pense notamment à un jeune qu'on accompagne qui lui a des envies plus grandes. Et donc on l'a inclus dans le projet. Donc il fait ses recherches d'appartements de son côté, sur le Bon Coin, et on a la gestion locative qui l'appuie pour ses recherches d'appartements. On a un autre monsieur qui a quelque chose de très précis et son schéma idéal est presque irréalisable dans une ville, mais en tout cas, on fait ce qu'on appelle de la captation ciblée. On va vraiment essayer de rechercher le bien de la personne. Ça peut se faire quand ils sont déjà dans un logement et on n'est plus dans de l'urgence, entre guillemets, où il faut sortir de la rue. Même si on n'est pas un dispositif d'urgence, quand on est à la rue, on n'a pas les mêmes envies que quand ça fait 2 ans qu'on est stabilisé dans un logement. Vous avez dit 2 ans. En moyenne, chez soi, c'est ça. On se rend compte qu'on a à peu près 2 ans pour se stabiliser dans un logement. C'est une moyenne. Donc, d'où l'intérêt de respecter la temporalité et de ne pas avoir d'attente trop haute quand ils rentrent dans les logements sur une moyenne de 2 ans. Est-ce que vous faites des entrées directes de personnes qui sont en situation d'urgence? Et si oui, comment vous faites dans ces cas-là quand il n'y a pas de droit ouvert? Droit à RSA, droit à H, etc. Alors oui, comment on fait quand il n'y a pas de droit ouvert? Ça va être la chose sur laquelle on va essayer de faire le plus rapidement possible. Après, on a là une personne qui a été accueillie, qui avait moins de 25 ans, qui était en attente de son AH. Il faut savoir que sur Rouen, les retours de la MDPH en ce moment sont d'environ 18 mois. Une réalité qui est extrêmement complète. Donc cette dame-là, on a tout avancé avec le pari du jour où elle aura son recours de rembourser de la dette. Donc c'est un pari qui va d'ailleurs bientôt se concrétiser. Dans quelques jours, ça va. Respecter ses engagements. Et j'avais juste une autre question, quand ensuite vous essayez de les accompagner donc, vers le parc privé, comment vous faites par rapport à tout ce qui est garant du cautionnement? Oui, c'est la gestion locative qui gère en fait le fait de... on ne demande pas de dépôt de garantie. C'est nous qui les déposons en fait. Et on fait comme ça. On est garant ou pas? Je ne sais même pas. On est locataire en titre et on fait la sous-location. Le fait que ça soit un dispositif national, je pense que ça rassure. Très peu. En fait, en tout cas sur Rouen, on a très peu de personnes sous mesure de protection. Alors on travaille effectivement avec certains pour qu'une mesure de protection soit mise en place. Mais J'avais une question, puisque vous dites chez soi d'abord, c'est un dispositif. Est-ce que vous êtes une structure, une association? Est-ce que vous êtes porté par une autre structure? on est un GCSMS, donc c'est un groupement d'associations qui a créé, qui s'est monté en groupement pour mettre en place le dispositif sur le territoire. Et sur chaque territoire en France, il y a différentes associations, on ne retrouve pas les mêmes porteurs en fait. Je me demandais d'ailleurs si nos collègues de chez Soi d'abord de Caen sont
présents dans la salle. Vous êtes là. Ouais, voilà. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre dispositif Je fais pareil. On donne un micro. Bonjour, du coup, un chez soi d'abord de Caen. Donc effectivement, je rejoins mes collègues. En fait, le cahier des charges est quand même le même sur le national. La différence, enfin, on est obligé d'être porté par un GCSMS. Par contre, la constitution du groupement, elle est relative à chaque territoire. La seule obligation, c'est qu'il y ait plusieurs porteurs. Historiquement, c'est plutôt des hôpitaux psychiatriques et souvent au moins une association du champ de la précarité. Mais on voit, avant, vous êtes 5 du coup porteurs. Nous, à Caen, on est 3. C'est le PSM de Caen, l'association Revivre Caen Normandie et Addiction France. Et donc, la différence aussi avec nos collègues de Rouen, c'est que nous, on est à 55 places. Et donc, pareil, en fait, les appels à projets sont forcément sur ces deux types, ces deux modèles, soit 110, soit 55, et après, les groupements répondent à l'appel à projet et obtiennent l'ouverture du chez-soi. Et voilà, en fonction du nombre de places, après c'est le turnover. Après, juste pour rebondir sur le cahier des charges, il y a certains changements, mais vraiment les constitutions d'équipe sont les mêmes. Il y a vraiment des obligations du cahier des charges portées par la DIAL sur l'intervention d'un médecin, sur des travailleurs sociaux, des infirmiers, un médiateur de santé père, de la gestion locative. C'est le ratio et le nombre qui va effectivement changer, mais sinon les modalités sont vraiment les mêmes, la multi-référence, le binôme, comme on dit les collègues. C'est exactement le même principe, le principe de sous-location. L'objectif du bail glissant qui est ça dans le cahier des charges, dans la réalité, il est on fait comme on peut avec les bailleurs qui veulent bien travailler avec nous. Et juste pour repréciser sur le garant, du coup, je me permets juste, effectivement, c'est un système de sous-location. Le groupement est locataire en sous-loup, et quand les personnes veulent sortir du dispositif et avoir leur propre logement, et on actionne différents dispositifs qui peuvent les aider à être garants quand il y en a besoin. Action logement, visa, enfin, il existe plein de choses. Nous, on a pour but de vraiment les accompagner sur le droit commun en fonction de leurs souhaits. Donc si c'est leur souhait, on les accompagnera dans ce projet-là. Si c'est pas leur souhait, c'est vraiment la particularité du chez-soi. C'est tout le monde, on a tendance à dire tout est possible. La seule chose qui nous arrête, c'est la légalité, c'est déjà pas mal. Mais pour le reste, c'est eux qui décident. Il y a des collègues ce matin qui ont dit on est des outils. Pour dire qu'on est des outils et ils peuvent se servir de nous, c'est exactement ça chez soi. Tous les professionnels qui vont de leur petite expérience, grande, petite, pro et perso, pas que les médiateurs de santé père d'ailleurs, on y va tous un peu de notre expérience, et on pioche dedans pour aller au service des gens qu'on accompagne. Merci. Et pour les admissions, pour la demande, ça passe comment? Parce qu'on va parler dans l'instant qui suit là, du SIAO, mais là en l'occurrence, je pense que ça passe pas par le SIAO. Ça passe donc directement par vous? Oui. Ouais. Alors, effectivement, alors, ça, pour le coup, c'est propre à chaque territoire et chaque groupement. Nous, au montage de celui de Caen, les admissions ne passent pas par le SIAO, mais le SIAO est présent à nos commissions d'admission. Vu qu'aux commissions, il y a des équipes dites d'orientation qui sont présentes. Donc, en fait, on estime que c'est les professionnels sur le territoire qui peuvent avoir une connaissance de la personne qui postule pour rentrer au chez-soi. Donc le SIAO est là à titre de consultant, comme les autres professionnels, potentiellement parce que cette personne a été connue à un moment donné dans le cadre de son parcours d'errance, donc permet de justifier le critère de l'errance. Et à défaut, si c'est une personne qui n'a pas de profil chez soi, et le SIAO, même titre que les autres partenaires présents, peuvent dire par contre, peut-être qu'on peut envisager telle ou telle orientation. D'accord. D'où l'importance du document que vous avez récupéré de l'UNAFAM avec tous les dispositifs, parce que Nicolas Henquès parlait ce matin de maquis, mais on voit bien que même en fin de journée, si on y voit un peu plus clair, ça reste quand même assez complexe de se repérer dans l'ensemble des dispositifs.